Bienvenue dans cette FAQ générale où je vais te parler un petit peu de l'investissement immobilier en Turquie, sans parler d'un projet en particulier, c'est vraiment général, plusieurs questions qui reviennent souvent. On y va, on commence par la première question, c'est comment se passe en gros une vente ici en Turquie lorsque l'on veut acheter tout simplement un appartement. Alors c'est assez simple, donc il faut garder en tête que ça va très très vite, c'est beaucoup plus simple et rapide que ce que l'on voit en Europe et ailleurs. Ici, tu te mets d'accord avec, le propriétaire, OK? Donc, du bien ou l'agent immobilier d'ailleurs. Tu l'as visité, super. Tu vas déposer donc tu vas faire l'équivalent du compromis. Donc ça se passe avec en général l'agent immobilier, le vendeur doit être sur place. Idéalement, il y a une page, une seule page qui indique, voilà, vous êtes mis d'accord sur ce bien avec, les détails du bien. Chaque bien a un numéro, chaque terrain a des numéros très précis au niveau du cadastre. OK, le montant, ce que tu donnes en capora. Capora, c'est, l'acompte, OK? Le montant que tu as donné, l'acompte, le montant final sur lequel vous êtes mis d'accord, très bien, tu signes, il signe, l'emlakci, l'agent immobilier, il signe également. À partir de là, en général, donc ensuite l'agent immobilier va lancer la procédure, OK, qui va prendre grosso modo, hein, si tout se passe bien, à peu près 10 jours. Ouais, ça c'est vachement rapide. Donc 10 jours, allez parfois peut-être, 15 jours max et donc tout est prêt. Donc tu vas obtenir un rendez-vous en fait à ce qu'on appelle le tapu. Le tapu, garde en tête, c'est, le titre de propriété. Donc tu vas avoir rendez-vous au Modurglu, donc à la direction des tapus qui ne sont pas, gérés par les notaires. Hein, en France, tu vois, le notaire gère tout ça. Là, ils ont, séparé. Tu as l'équivalent, de notaire pour des contrats et tout et d'ailleurs ça s'appelle des notaires, donc c'est un terme que tu utiliseras mais fais attention, ne parle pas de notaire parce qu'ils vont, eux, ça existe un notaire, mais c'est pour autre chose. Là, c'est vraiment tapou, d'accord? Ils l'ont vraiment séparé. Donc tu vas, donc à ce rendez-vous à ce moment-là, tu fais le paiement final. Très souvent, il faut le savoir, ici, c'est, avec, du cash. Tu es pas obligé, hein, mais ça peut être, tu peux venir avec un chèque. Mais très souvent, ça se pratique également avec, du cash. Il compte, effectivement, il y a la somme donc au tapu, encore une fois, ce jour-là, ce jour du rendez-vous, il compte, il vérifie qu'effectivement, il y a bien la somme et là, il confirme, qu'il a bien reçu la somme, le vendeur et donc le tapu va être, à ton nom. OK? Le titre de propriété, sera modifié, sera à ton nom. Toi, tu repars avec ton titre de propriété et lui, il repart avec, son argent, tout simplement. Terminé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler comment ça se passe lorsqu'il s'agit d'appartements. Là, on parlait précédemment souvent de second hand, donc d'appartements qui existent déjà. Alors, comment ça va se passer lorsque tu vas investir souvent sur du off-plan? C'est-à-dire que c'est un projet, tu achètes directement et que le projet est en cours de construction. Il va être tout nouveau finalement. L'appartement n'existe pas encore. OK? Donc dans ce cas de figure, quelle est la pratique? La pratique, c'est que en général, l'acheteur vient un peu de la même façon. Tu as 2 étapes, OK? La première étape, tu vas voir donc en général le constructeur et là, tu vas voir, tu vas aller très souvent, tu vas faire 2 paiements, donc l'acompte, le déposit, très souvent qui correspond autour de 30. Tu déposes, l'acompte, il y a un contrat qui est fait, très souvent malheureusement ils te donnent pas de contrat avec tout un ensemble de clauses. C'est, donc ce qui fait pour avoir quelque chose de formel, ils vont chez le notaire, comme quoi tu as déposé, 30 pour un bien, décrit, comme convenu, blablabla. OK, tu repars et ensuite tu reviens, lorsque le bien est finalisé avec, le solde, donc en général les 70 et tu payes, au niveau, au tapu, les 70 ce qui reste et tu récupères ton titre de propriété à ton nom. Très bien. Ça, c'est le truc classique. Certaines sociétés un peu plus professionnelles, un peu plus sérieuses, vont te proposer un contrat. OK, ça, c'est encore mieux. Tout ce que moi, personnellement, je vais te proposer, ce sera toujours avec un contrat. Dans ce contrat, il y aura un grand nombre de clauses, tu vois? Je t'en parlerai, quand je t'enverrai les contrats en fonction de chacun des projets. Là, c'est beaucoup plus détaillé.
Parce que le notaire, lui, voilà, il gère tout. Il gère de la location, on peut venir pour le solliciter pour un achat, on peut le solliciter pour, un prêt d'argent, ainsi de suite. C'est pas son métier, de faire, des contrats, détaillés, pour un projet immobilier en question. Donc c'est beaucoup mieux toujours que lorsque, tu achètes, tu as un contrat propre au projet, OK? Avec tous les détails qui parlent, par exemple, de toute la gestion, du bien, des garanties, enfin tout un ensemble d'éléments qui est propre à ce projet. OK? C'est mieux. Donc en l'occurrence, moi je te propose toujours un contrat, on y reviendra par la suite et là, OK, est indiqué de la même façon ton déposit, c'est-à-dire, l'apport, OK, et le montant final et avec tout un ensemble de clauses. D'ailleurs dans cette vidéo, on va en parler de certaines, mais, lorsqu'il s'agira du contrat, on rentrera dans le détail, par la suite. OK? Donc ça, c'est un peu, l'idée, qui est importante, c'est d'avoir un contrat propre à son projet sur lequel on va investir et d'avoir un maximum de détails. Suite à ça, tu vas avoir un payment plan. OK? Au lieu de payer comme ça en 2 fois, comme je te disais, précédemment, ce qui est souvent pratiqué, c'est qu'en fonction des projets, en fonction du délai de livraison, si le projet, par exemple, il est livré dans 1 an ou dans 6 mois, tu vas pas avoir la même chose. On va te proposer un payment plan, c'est-à-dire un plan de paiement, OK, qui va être fait en plusieurs étapes. Comme je te le disais, ça va dépendre, des projets et ça va dépendre également du délai de livraison. Si tu arrives alors que le projet, par exemple, est déjà bien avancé, et ben, forcément, s'il reste plus que 3 mois de livraison, tu vas pas avoir un payment plan de paiement en 5 fois, tu vois? Ça, c'est un point qui est important et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que, bien entendu, tu es censé avoir tout payé avant d'obtenir les clés et d'obtenir le tapou en ton nom, OK? Parce que, bah, forcément, si le tapou après il est, à ton nom, bah, le le promoteur, lui, il peut pas revenir en arrière parce que voilà, il est déjà à ton nom et donc la procédure est compliquée. Donc c'est impératif que tu aies, tout payé au moment où, il procède donc au changement de titre de propriété et qu'ils le mettent, à ton nom. OK? Donc ça, c'est un point qu'il faut bien garder en tête. Le cash, comment on gère? Est-ce qu'on peut payer en cash? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Turquie, comme souvent au Moyen-Orient, il n'y a pas de souci avec le cash. On n'a en tout cas pas de problème comme on peut le voir en Europe où c'est extrêmement compliqué. Au moment où je te fais cette vidéo, en tout cas, il y a pas de souci. Eh bien, la grande majorité des acquisitions, au Tapu se font avec du cash. OK? Ça, c'est un point important. Mais là, on parle beaucoup de biens souvent qui sont en second hand, c'est-à-dire qui ne sont pas des nouveaux projets, qui sont en train de sortir. Quand c'est des nouveaux projets, il y a des payment plans et très souvent, la raison pratique, surtout si tu es situé à l'étranger, tu vas pas à chaque fois, pour chaque paiement, revenir et payer en cash, c'est compliqué. Donc l'idéal, et ça sera indiqué dans le contrat, tu auras le numéro de IBAN de la société et tu fais un virement et comme ça, tu es tranquille. OK? Si malgré tout, tu veux, payer en cash, bah, sache que c'est tout à fait possible. Ce que tu peux, éventuellement, par exemple, si tu as du cash et ben, une fois arrivé ici, il suffit si tu as de l'euro, tu fais un change, OK, dans les bureaux de change, qui sont nombreux. Bah, tu vas essayer de trouver le meilleur taux possible. Je pourrais, sur Alania t'indiquer, quelques pistes et à ce moment-là, tu fais ton change, tu as ta Turkish lira et ensuite, tu le déposes, sur le compte ou sur ton compte à toi, puis ensuite tu fais un virement. Voilà. Donc après, ça c'est faisable, également. Donc en tout cas, sache, garde en tête qu'on peut payer en cash, mais d'un point de vue pratique, si tu es situé à l'étranger, c'est beaucoup plus simple de le faire par virement. Alors les virements, donc comme je te le dis, c'est la, pratique, voilà, la plus simple. L'idéal, parce qu'on sait qu'en France, c'est un petit peu, ils sont un peu prises de tête, c'est de faire donc des virements, par tranche, soit parce que tu as un payment plan, donc tant mieux, tu le fais, comme ça, par tranche, ou bien, d'anticiper, si par exemple tu as ouvert un compte ici en Turquie,
de pouvoir, préparer en payant, progressivement pour éviter en fait, si tu veux, au niveau de ta banque, qu'ils te prennent la tête. Je sais que, certaines banques, au-delà par exemple des virements de 10 000 €, ils sont un petit peu, ils sont un peu, réticents ou parfois 50 000 €, là, ils peuvent bloquer. Voilà, donc parfois, il faut peut-être, anticiper à l'avance et de faire, comme ça, plusieurs virements. En cas de justificatif, tu auras un contrat de toute façon, d'acquisition. Donc, si le banquier, le conseiller, il te demande quoi que ce soit, bah, tu auras toujours un document, à produire. Ce document en plus, dans les projets que je vais te proposer, il sera traduit, donc tu l'as, en turc parce que c'est un contrat, de loi turque, traduit également en français, donc tu pourras, fournir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, ensuite, si tu as un éventuel blocage, il ne faut pas hésiter à multiplier les comptes. Essayer d'avoir plusieurs comptes, par exemple en France, si tu, disperses comme ça sur 2 3 comptes déjà et que tu fais des virements depuis ces différents comptes, déjà ça sera un petit peu moins, problématique, OK? Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est aussi d'avoir des, comptes online. Comptes online, en plus, les fees, les frais, sont moins chers, donc ne pas hésiter. Moi, c'est ce que je fais personnellement souvent. J'envoie de ma, banque traditionnelle vers mon compte online et de mon compte online vers, l'étranger. C'est un truc que je fais souvent, OK? Parce que les frais sont plus intéressants, avec, la banque online et enfin, tu as une dernière option que je te recommande également, c'est, Wise. Wise, là, c'est, pareil, c'est du online, mais c'est encore moins cher en frais. C'est comme ça que c'est en tout cas c'est présenté. Est-ce que dans la pratique, moi, ça m'a sauté aux yeux par rapport, par exemple, j'ai un compte Revolut. J'ai pas trouvé ça évident, j'ai pas vu une énorme différence entre Wise et Revolut, mais peut-être que, apparemment, beaucoup de gens, disent que c'est le plus intéressant. Je vous laisse vérifier. En tout cas, vous avez cette option avec Wise de pouvoir, d'ouvrir un compte très rapidement, très facilement. Vous donnez vos pièces d'identité et après il suffit simplement en plus vous pouvez ouvrir plusieurs comptes en banque, plusieurs devises différentes, donc c'est vraiment pratique et ensuite il suffit simplement de faire votre virement, vers, Wise et ensuite, le redescendre en Turquie. Donc voilà, sachez juste que tant que les comptes, ils sont en votre nom à chaque fois, ça ne devrait pas du tout poser de problème, tu vois? Là, tu peux avoir des problèmes même avec des banques en online quand tu envoies sur, de ton compte vers quelqu'un d'autre qui a pas le même nom, ainsi de suite. Ça, c'est pas terrible. Mais si tu le fais toujours, en ton nom, moi personnellement en tout cas, j'ai jamais eu de souci. Et bien sûr, on peut également, ensuite ouvrir un compte, bancaire local. OK, ça, je pourrais, par la suite, vous aiguiller, là-dessus, sur les projets dont je vais vous proposer progressivement. Un étranger peut faire un crédit bancaire, via une banque turque donc, pour l'achat d'un appartement. C'est possible. Sachez simplement que le taux d'intérêt est exorbitant. Au-delà du problème d'éthique, de se faire financer, par la banque, sachez qu'en plus de ce problème du problème éthique, il y a un problème, financier. C'est-à-dire que le taux d'intérêt sont très, très élevés parce que, il y a une devise qui est très volatile, ainsi de suite. OK? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, tout ce qui est dès que vous êtes dans un payment plan, finalement, c'est comme si vous obtenez un financement. Payment plan, c'est-à-dire qu'on a dit tout ce qui est projets, qui sont en cours de construction, pas des appartements existants, mais qui sont en cours de construction, bah, on va vous proposer un payment plan, donc un paiement en plusieurs fois, OK? Donc du coup, c'est comme si que vous avez un financement. Bien sûr, le but du jeu, c'est, d'avoir j'ai envie de dire, un projet qui sorte le plus tard possible, voilà, plus d'un an, parce que ici, ça va vite quand même, hein, souvent les délais de livraison, c'est 1 an, 12 mois, 15 mois, ça tourne entre 12 et 15 mois en général. Mais voilà, plus tard, plus tard le projet, le bien est conclu, terminé, plus vous allez pouvoir faire, des paiements en étalé en fonction bien sûr du projet et du coup, ça vous permet de vous financer, de manière progressive et sans intérêt. OK? Ça c'est le deuxième point et enfin dernier point, sachez que, les projets dont je vous parle, ne sont pas financés par les banques. En général, en tout cas à ma connaissance, les projets également que moi je fais ne sont pas financés, par les banques. Y a-t-il un contrat? Comme je disais en préambule, oui, même si effectivement
la majorité, très souvent dans la pratique, il n'y a pas de contrat, c'est un passage, comme je disais, chez le notaire, comme quoi vous avez bien fait le déposit et ensuite, le solde sera payé, le jour de la livraison. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Tous les projets que je vais vous proposer, ce sera des projets sous contrat, heu, en loi turque, mais traduit en français. Vous aurez donc le nom de la société, le compte en banque, les différentes clauses, les garanties, les délais de paiement et tout ce qui s'ensuit, tous les détails, nécessaires seront indiqués dans le contrat qui seront, également traduits en français. Charges et syndic, ce que l'on appelle ici les charges, on les appelle les AIDAT. Quand vous entendez ça, ça veut dire qu'en fait, c'est les charges qui est censé payer donc du coup le locataire. OK. Si vous êtes sur du, long terme, si c'est du court terme, ça va être plus, le propriétaire qui va les payer. C'est le même fonctionnement que l'on a, en France. Alors donc, comment ça se passe pour, toute cette gestion-là? Dans un premier temps, très souvent, c'est le constructeur qui va prendre à sa charge le management. Au début, il va gérer parce que voilà, pour histoire de stabiliser, avant de donner la main au propriétaire. C'est aussi une idée, un objectif de marque. Il veut s'assurer que surtout au début, bah, les choses soient bien gérées, soient bien faites pour pas que les nouveaux propriétaires, s'il y a encore des biens qui ne sont pas vendus ou autres, ben, ce soit mal géré, tout simplement. C'est dans la pratique, on voit souvent ça. OK. Parfois, certains projets, bah, ils veulent garder la main. Dans d'autres projets, le constructeur, bah, il le laisse ensuite, au propriétaire. Il y a un vote et comme ça, régulièrement, un petit peu comme ce que l'on voit un petit peu en France. Il y a un vote entre les propriétaires, ils se mettent d'accord. Il y a une élection du directeur, du comptable, voilà, du secrétaire et ensuite ils gèrent ça, ils se mettent d'accord. OK? Donc ensuite, en deuxième étape, c'est, ce qu'on voit, c'est similaire à ce que l'on a en France et en Europe. Donc ça, c'est pour la partie, de la gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez beaucoup plus de services que l'on a en France. En général, en France, bah, c'est du nettoyage, essentiellement, parfois un coup de peinture. Mais ici, vous allez avoir donc bien sûr du nettoyage, mais le nettoyage et le remplissage de la piscine, l'électricité, commune, des charges communes. Il y a, aussi, bah, une salle de sport ou sauna même, à gérer, des petites réparations et ainsi de suite. OK? Donc il y a beaucoup plus de services. Ça, c'est le premier point, mais en même temps, on sait que, bah, tous ces services-là sont neufs. Donc en général, ils sont en bon état, donc il n'y a pas de grosses maintenance importante, à faire normalement, en tout cas, dans les premières années. Et l'autre point positif, c'est que, le coût de main-d'œuvre et le coût du matériel est beaucoup moins cher ici en Turquie que ce que l'on peut avoir en France. Un coup de peinture, ou autre, ça revient, largement moins cher que ce qu'on va faire tout de suite en France avec des prix, exorbitants. OK? Donc ça, c'est le point positif. Donc du coup, on va avoir des prix qui vont tourner autour de, je vous le donne en euros, autour de 30 € par mois à, 50 € par mois. Grosso modo, c'est une moyenne, OK? C'est pour vous donner un ordre d'idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre beaucoup, du projet, de la résidence. Par exemple, la qualité de la résidence, est-ce que c'est une qualité locale, qualité standard? Moi, ce que je vous proposerai sera en général du standard européen, c'est-à-dire quelque chose où voilà, en tant qu'Européen, on est à l'aise. OK et donc ça va tourner dans ces eaux-là. Par exemple, moi, ici, dans une résidence, je paye, à Questel, il y a 5 blocs quand même et je paye autour de 30 €. Bon, ça fluctue avec la monnaie, ainsi de suite, mais c'est dans les trentaines d'euros, OK, mensuels. Voilà, c'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Bien sûr, encore une fois, ça va, il y a plusieurs paramètres qui vont être pris en compte. Je vous donne un exemple, une résidence où il y a beaucoup d'appartements, OK? Et si c'est bien rempli et ben, ça va avoir tendance à baisser les charges. Pourquoi? Parce que plus il y a de propriétaires, bah, plus, la facture est divisée, tout simplement, par exemple. Du coup, bah, une plus petite résidence, tu vois? Une plus petite résidence, il y a certes moins de services, mais s'il y a vraiment, il y a beaucoup moins de propriétaires et ben, ça va avoir tendance on peut imaginer que comme il y a moins de services, les charges seront plus faibles. Non, parce qu'il y a moins de services, c'est vrai, à gérer, mais comme il y a moins de propriétaires, donc on arrive à quelque chose à peu près similaire, par rapport à une grosse résidence avec beaucoup de services, OK? Parce qu'il y a moins de propriétaires, qui se partagent, la facture.
OK? Mais on va se retrouver à peu près toujours dans ces eaux-là, entre 30 et 50 euros. Le cas où c'est pas terrible, c'est lorsque vous avez une résidence avec beaucoup de services, un grand nombre de services et par exemple, c'est une résidence qui n'est pas beaucoup remplie. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires. Donc ça va faire beaucoup de services avec pas beaucoup de gens pour payer, partager la facture. Donc tout de suite, ça va grimper. OK? Mais en général, moi, je vais souvent vous proposer des projets qui seront à taille humaine, donc pas des cités de 4-5 blocs. Donc du coup, bah, forcément, normalement, on va rester dans ces eaux-là, la fourchette que je vous ai donnée. Concernant les garanties, alors vous avez 2 éléments à séparer. Vous avez une première garantie qui est concernant la garantie de la construction, c'est-à-dire la garantie de la structure, de la bâtisse, de l'appartement, ainsi de suite. Ça, c'est garanti 15 ans, mais c'est même pas garanti par en fait le constructeur, ça va encore plus loin, c'est garanti par l'État. C'est-à-dire qu'en fait, quand le constructeur, en réalité, quand il construit le bâtiment, OK, même quand tu mets du béton, il y a un service de l'État, c'est un service étatique qui vient systématiquement, quasiment toutes les semaines, faire des prélèvements. Par exemple, même du béton. Il prélève le béton et vérifie le dosage du béton, si le dosage est bon. OK? S'il n'est pas bon, parce qu'il y a une certaine quantité, je ne maîtrise pas, mais entre le sable et le ciment, ainsi de suite. Donc, il va vérifier tout ça. Il va éviter, pour éviter les constructeurs un petit peu malveillants qui mettaient plus de sable que de béton. OK? Donc, tout ça, ça va être vérifié tout au long de la construction. Pas juste, là, c'est un exemple que je donnais pour le béton, mais en réalité, ça va être vérifié tout au long de la construction. Et donc, du coup, la construction, elle est garantie 15 ans par comment ça s'appelle, le service de contrôle qui est un service étatique. OK? Donc ça, c'est dans la loi, en fait, hein. C'est pas discutable, c'est pas négociable, c'est dans la loi. OK? Ensuite, il y a un deuxième niveau de construction, de garantie électricité et autres éléments. Et ça, c'est au cas par cas. C'est en fonction de chaque projet, chaque constructeur. Vous allez avoir, voilà, très souvent, c'est 2 ans de garantie au niveau de l'électricité. Voilà, c'est plus, en général, on donne 2 ans sur les différents éléments. OK? Mais ça, c'est au cas par cas. Donc là, pour le moment, je suis dans tout ce qui est général. Je vous donne un petit peu ce qui se pratique en général. D'un point de vue service administratif, vous avez donc différents éléments. On en a parlé précédemment, il y a le TAPU. Le TAPU, c'est le titre de propriété. Au moment où vous devez verser l'achat, le solde du paiement, vous allez donc au service, vous avez rendez-vous au service des TAPU, centre des TAPU, et là, vous allez payer le solde. Et en contrepartie, on vous donne le titre de propriété. Alors ici, il y a une taxe, on en reparlera juste après sur la question des taxes. Vous allez devoir payer 4% de taxes, c'est un peu les frais de notaire, si l'équivalent en France, 4% de la valeur du bien qui est indiqué sur le TAPU. OK? Je vais vous dire pourquoi je vous dis tout ça. Donc, c'est donc ça, bien entendu, c'est à la charge de l'acheteur. OK? C'est au moment de l'achat, il faudra prévoir 4% qui sera payé au service du TAPU. OK. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'ISCAN. L'ISCAN, c'est en gros une sorte d'expertise, contrôle fait par l'État, obligatoire pour un étranger, qui coûte à peu près 200 €, qui est une bonne chose d'ailleurs. C'est en fait une sorte d'expert qui va venir contrôler votre appartement, contrôler la structure, contrôler l'électricité, contrôler les différents éléments. OK? Et il va le mettre dans un rapport d'expertise. Il va même donner une estimation de votre bien. OK? Il va dire voilà, ce bien, lui, l'expert, il l'estime au minimum à tel montant. Alors, pourquoi vous avez tout ça? Vous avez bien compris, bah, déjà, pour l'expertise pour tout ce qui est système, électricité et autres, bon, bah, c'est dans votre intérêt, c'est pour s'assurer que tout est dans les normes, déjà, premier point. Donc ça, c'est important et à la fois utile pour l'acheteur. Et deuxièmement, c'est en fait, ils ont fait ça aussi, c'est parce que ce qui se passait, c'est que les vendeurs et les acheteurs avant s'arrangeaient pour faire une déclaration d'un montant le plus bas possible et du coup, comme ça, l'acheteur payait les frais de notaire les plus faibles possibles. Bien sûr, après, ils s'arrangeaient à faire un vrai montant, de payer le vrai montant sur lequel ils sont mis d'accord. Mais dans la déclaration, par exemple, si le bien, par exemple, ils sont mis d'accord sur 100, eh bien, ils vont déclarer simplement, ils déclaraient simplement 20.
OK? Comme ça, bah, du coup, l'acheteur, au lieu de payer 4 sur 100, il paye 4 sur 20. Donc il paye beaucoup moins de commissions, de frais et du coup, bah, l'État, voilà, se retrouvait avec des frais, avec des montants qui sont, inférieurs à la vraie valeur du bien. Donc pour éviter tout ça, ils ont envoyé donc ce principe de e-scan obligatoire pour les étrangers, qui vient sur place, qui fait ce rapport, cette expertise-là. Donc ça protège un petit peu l'acheteur parce qu'il sait exactement, même le métrage, ainsi de suite, tout est détaillé, OK? Et en même temps, il donne une estimation. Il dit: «Ce bien, ne vaut pas moins de temps». Alors en général, il est toujours en dessous, l'estimation reste toujours en dessous du, de la valeur réelle. Et ce qui se pratique souvent, c'est que, ils prennent cette valeur, cette estimation-là, ils la mettent dans le tapou, OK? Comme ça, bah, les frais sont moindres, OK? Même s'ils sont mis d'accord sur un autre montant, OK? Donc ça, c'est un point qui est important sur les scans. Sur également, le passeport pour ceux qui souhaitent ensuite avoir la citoyenneté, ça c'est un service qui peut être fait également, mais il faut le, prévoir à l'avance parce il y a tout un process qui est différent parce qu'il faut faire une certaine déclaration, ainsi de suite. Donc ça, il faut informer, dès que vous voulez acheter, bien se mettre d'accord, depuis le début. Ces services-là ont des frais, le tapou, le e-scan, même pour le passeport ensuite, ça a des frais, c'est à la charge de l'acheteur, OK? Dans les projets que je vais vous proposer, à chaque fois, eh ben, vous allez pouvoir être accompagné, OK? Vous allez pouvoir être accompagné sur ces différentes tâches administratives. Comme ça, vous n'êtes pas livré à vous-même, quand vous parlez surtout pas turc, c'est très compliqué de gérer tout ça. Donc, là, vous allez être accompagné, même s'il sera bien sûr à votre charge les différents frais, mais vous allez être accompagné pour vous faciliter toutes ces étapes-là. On va parler Airbnb cette fois-ci. Alors, Airbnb, vous allez souvent entendre parfois: «Oui, Airbnb est interdit en Turquie». C'est quelque chose que vous pouvez entendre. C'est interdit de louer son appartement et faire office d'hôtel. Alors c'est vrai et faux. Je m'explique. C'est vrai qu'en tant que particulier, vous n'avez pas le droit de faire office d'hôtel finalement. C'est-à-dire d'héberger des touristes et les faire payer. OK? Heu, Dit comme ça, c'est vrai. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Sauf que sauf que lorsque vous passez par, des sociétés comme Airbnb, en l'occurrence, bah, Airbnb a un contrat d'hôtellerie avec l'État. Donc à partir du moment où vous dites: «Oui, moi, mon bien, je le mets à disposition de la plateforme Airbnb», là, vous êtes autorisé parce que Airbnb fait office, si vous voulez, comme si que d'hôtel, OK? Ils ont un contrat d'hôtellerie, pour faire simple, avec, l'État et donc du coup, là, vous pouvez le faire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si demain vous voulez, louer, tout seul, sans passer par, certaines sociétés, dans la théorie, ce serait interdit. Dans la pratique, voilà, en Turquie, vous allez voir, hein, même sur la route, il y a la théorie et la pratique. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, votre bien, vous pouvez utiliser la plateforme Airbnb sans aucun problème, c'est tout à fait autorisé, OK? C'est complètement légal. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point qui est important, alors, le deuxième point qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous achetez un bien dans une résidence, d'accord? Et vous ne savez pas forcément, par exemple, admettons dans cette résidence, il y a, beaucoup de gens qui sont en résidence principale et que, bah, pour eux, c'est leur logement et qu'à un moment, ça les agace de voir des touristes qui viennent, très nombreux, à répétition. C'est des choses qu'on peut entendre d'ailleurs en France également et ailleurs en Europe. Si à travers avec le syndic dont on a parlé, précédemment, donc le management, ils se mettent d'accord pour décider que, il n'y aura pas de location Airbnb dans cette résidence, vous allez être embêté. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, où est-ce qu'on investit. Alors que dans le projet, par exemple, dans les projets que moi je vais vous proposer, certains projets seront dédiés à l'investissement locatif. OK? C'est-à-dire que, ça sera, toujours sans problème, autorisé, faire de l'investissement locatif. Vous n'aurez pas comme ça de crainte, par la suite, si par exemple, le syndic, les différents propriétaires se mettent d'accord, pour ne pas, autoriser la location Airbnb. Donc ça, c'est un point qui est important.
Le problème peut se poser de manière progressive, même si dans certains biens, parce que j'ai déjà eu des échos, commencé à louer. Au début, ils n'ont pas eu de soucis. Et puis après, il y a eu, ça a commencé à grogner un petit peu. OK? Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte également. Enfin, dernier point qu'il faut retenir sur Airbnb, sachez qu'en théorie, vous êtes censé, comme vous êtes un peu, vous faites office d'hôtel, même si vous êtes en partenariat avec Airbnb. Ben, un hôtel, en fait, quand vous allez en Turquie, directement, à chaque fois, il vous demande une pièce d'identité. Il fait la photocopie de votre pièce d'identité, OK, donc il va conserver la photocopie, comme vous avez pu le voir lorsque vous allez dans certains hôtels, OK, pour que, au cas de contrôle ou autre, de problématique, bah, il a une copie de votre pièce d'identité. On sait qui cette personne-là a été hébergée à tel endroit, telle date, ainsi de suite. OK, il y a un traçage, autrement dit. Normalement, vous devez également faire la même chose. C'est-à-dire que demander la copie de la pièce d'identité et la conserver. OK, ça, c'est dans la théorie. Vous avez ça et même il y a un site online en gros de la gendarmerie où vous devez en théorie déclarer que la personne un tel a été hébergée dans votre bien. Donc ça, c'est ce qui est demandé en théorie. Voilà, à faire concernant Airbnb et tout ce qui est location, que ce soit avec Airbnb ou avec une autre plateforme. Et enfin, on termine par la question des taxes, la question qui pique. Donc, concernant la taxe, alors déjà, on a vu que effectivement, il y avait une première taxe qui est payée au Tapou de 4%. Vous achetez un bien, il a été estimé à temps, et sur le Tapou, en général, c'est la valeur estimée qui est indiquée sur le Tapou et donc sur laquelle vous avez payé 4% de cette valeur estimée. Donc très souvent, vous allez payer un peu moins que 4% du prix d'achat. OK? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va, en termes de taxes, ça va dépendre en fonction si vous faites du court terme ou du long terme. Si vous faites du long terme, là, vous avez deux options. Soit vous avez des loyers de moins de 800 Turkish lira par mois, ce qui ne fait pas beaucoup, et là, vous avez zéro taxe. Alors, ça ne fait pas beaucoup, parfois, certains font, lorsqu'ils ont confiance, font des arrangements. On rappelle, le contrat de location, c'est un contrat notarié, donc qui est fait chez le notaire, dans lequel vous indiquez le montant que vous accordez donc à votre locataire. C'est pour ça que je vous disais, si vous voulez que ce soit en dessous de 800 Turkish lira, faut avoir confiance. Sinon, vous indiquez donc le montant et vous allez payer grosso modo 10%. OK, de 10% du loyer par mois. Vous allez avoir un prélèvement de l'équivalent de 10% de votre loyer mensuellement. Donc ça, c'est pour le long terme. Pour le court terme, ce que vous allez avoir, c'est que, mais ça va être indiqué même sur la plateforme par exemple, Airbnb, lorsque vous allez indiquer votre montant, vous allez avoir 3% de taxes. Donc ça, c'est 3% que Airbnb va prélever. En réalité, c'est 3% de TVA. OK, c'est-à-dire que Airbnb prélève et reverse directement à l'État, OK, sur le montant sur lequel vous avez indiqué. C'est comme si vous avez mis un TTC et 3% de TVA qui sera prélevé par Airbnb. Et puis ensuite, vous avez l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, là, pour le coup, il est progressif en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez. C'est un impôt, vous allez donc faire cette déclaration 1 à 2 fois par an, OK, en général situé en mars de ce que vous avez gagné, OK, en théorie. Et ensuite, vous avez donc cet impôt qui commence à 15% et qui est progressif en fonction de ce que vous avez réalisé. Très bien. Alors moi, personnellement, je vais vous recommander vivement de passer par un comptable pour vous simplifier les choses, si ça ne coûte pas très cher et en plus, il vous permet d'optimiser grandement vos frais. Alors surtout si vous commencez à avoir plusieurs biens, si vous êtes dans une logique d'investissement locatif. Si c'est un investissement, par exemple, secondaire et un peu locatif, vous pouvez le gérer par vous-même. Si vous passez par les projets que je vais vous proposer, je vous indiquerai la marche à suivre. Si vous êtes dans une logique d'investissement locatif et que voilà,
tant qu'à faire, vous voulez faire plusieurs investissements. Là, à ce moment-là, il vaut mieux passer par un comptable. Il va bien optimiser, il va vous dire justement, parce que comme je vous dis toujours, en Turquie, il faut bien comprendre, il y a la théorie et il y a la pratique. Je le constate tous les jours sur tous les sujets, à chaque fois. Donc voilà, c'est pas aussi rigide que ce que l'on a en France et en Europe. Donc là, ça peut être intéressant de passer par un comptable, ça coûte pas très cher et il permet vraiment de bien, bien, bien optimiser votre fiscalité, clairement. OK et bah, pour ceux qui passent par les projets que je vais vous proposer, pareil, je pourrais également vous mettre en contact avec un comptable anglophone et voilà, qui pourra vous expliquer, tout ça dans le détail. Voilà, j'ai terminé pour cette, partie, première partie de FAQ, générale. Ensuite, bah, je vous ferai d'autres vidéos concernant pour chaque projet, je vous ferai, une vidéo avec, pour répondre aux différentes questions.